Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de l'Athlete Climate Academy. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir avec tous Maël Besson. Il est spécialiste de la transition écologique du sport. Il est coordinateur interassociatif du sport et environnement et il a travaillé dans le passé avec WWF, avec World Wild Foundation et avec le ministère des Sports français par la transition écologique. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Maël qui va nous expliquer un peu cette relation plutôt entre le monde sportif et le monde associatif et politique qui sont nécessaires pour avoir une vraie transition, pour faire des actions qui sont effectives et aussi durables dans le temps. Donc merci à Maël de le joindre aujourd'hui pour parler du sport et écologie. Bonjour, merci de m'avoir invité, surtout, ravi d'être avec vous. Aujourd'hui, tu travailles ou tu as travaillé dans le côté plus politique, dans le côté associatif, dans la fondation. Qu'est-ce que tu penses, c'est quoi ton rôle, où est-ce que tu te vois par rapport à cette transition écologique entre le sport et plus le côté administratif politique? En fait, sur les sujets sport, environnement, de comment on concilie nos activités sportives avec l'environnement, on a plein de choses qu'on peut faire à titre individuel, et c'est ce qu'on met en place souvent, les gestes éco-responsables, diminuer l'avion, tous ces comportements-là. Mais on se rend compte que finalement, à peu près, ça représente 20-25% des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, notamment qu'on peut arriver à atteindre avec ces comportements individuels. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut changer structurellement. C'est-à-dire que le modèle même des événements, de certains événements sportifs, de certains circuits internationaux, de certaines conceptions du matériel sportif, de certaines réglementations même, de règlements de discipline. Ça, c'est des choses qu'il va falloir faire évoluer si on veut pouvoir réellement rendre compatibles nos activités avec les limites planétaires et l'adaptation au changement climatique. Donc, ça me paraît indispensable d'avoir aussi ces engagements et ces travaux sur comment collectivement on fait évoluer nos sports, nos règlements, nos lois sur ce sujet-là pour pouvoir le permettre. Donc, et ça, il faut ces transformations un peu structurelles de nos activités, il faut les penser pour moi sur trois niveaux. Il y a évidemment la réduction de l'empreinte, de l'impact du sport sur l'environnement. Donc, c'est évidemment les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi le dérangement ou les aménagements qu'on peut avoir sur les sites. C'est aussi la pollution plastique, la pollution lumineuse et sonore de l'événement. Donc voilà, il y a toute une série d'impacts qu'il faut réduire. Ça, c'est ce qui nous montre les limites planétaires. Il y a un deuxième effet aussi, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est l'influence du sport, notamment de la partie médiatisée du sport, qui influence nos comportements. Une personnalité sportive qui boit boisson à une bouteille plastique à l'écran, son impact environnemental n'est pas d'une bouteille en plastique, mais de X bouteilles en plastique consommées par effet d'imitation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'investissements sponsoring. C'est bien que ça influence nos comportements, ça construit nos idéaux de pratique. Les photos, moi je suis plutôt grimpe, les photos de grimpe en Thaïlande sur les réseaux sociaux, ça me construit un idéal de pratique qui est dépendant de l'avion et qui n'est pas vraiment compatible avec les limites planétaires. Donc il y a vraiment cette question-là, et en France, on a eu des grosses modifications de réglementation, notamment une loi qui s'appelle la loi E20, qui a interdit le sponsoring par les boissons alcoolisées et le tabac. À un moment donné, le sport était financé en partie, sponsorisé en partie par l'industrie de l'alcool et du tabac. Et on a fait une loi, E20, pour interdire ça. On pourrait imaginer, et c'est une des propositions de la Convention citoyenne du climat qu'on a eu en France, d'avoir une loi E20 climat où finalement on interdit
le sponsoring pour des activités qui sont pas vraiment compatibles, enfin qui sont pas compatibles tout court avec les limites planétaires. Donc il y a cette question de aussi l'influence, comment on cadre le rôle et l'influence, j'allais dire, de toute la partie médiatisation du sport, en sachant que les sportifs, les athlètes, sont souvent les acteurs centraux de ce spectacle, mais pas forcément les décisionnaires des contenus. C'est vraiment pour moi une responsabilité partagée avec les marques, les publicitaires, les diffuseurs, les détenteurs de droits et tout ça. Donc voilà, deuxième point pour moi à intégrer, c'est cette influence du sport. Au-delà de son impact direct, c'est l'influence qu'il a sur nos comportements de consommation, nos normes sociales, nos idéaux de réussite sociale, de consommation et tout ça. Et puis le troisième, c'est comment on s'adapte aux évolutions, euh, aux évolutions, aux dérèglements environnementaux, c'est-à-dire climatiques, mais aussi perte de biodiversité et tout ça. Et là, on a des vrais enjeux de pérennité tout simple de nos activités. Il y a évidemment le taux d'enneigement, mais en fait, les fortes chaleurs, la multiplication des fortes chaleurs, ben, ça rend problématique la pratique tout un chacun, la pratique amateur. Quand j'étais au WWF, on a fait un rapport sur les impacts des dérèglements climatiques sur le sport. On a montré que ben, dans un monde à plus de 2 degrés, on aura 24 jours supplémentaires par an où il fera plus de 32 degrés et où on va déconseiller la pratique sportive pour le pratiquant amateur. Et si on est à un scénario à plus 4 degrés, on est sur jusqu'à 2 mois jours supplémentaires euh, qui dépasse pas les 32 degrés et auquel on va déconseiller la pratique. Donc en fait, pour la propre pratique sportive, le sport a tout intérêt à devenir le premier défenseur du climat pour sa propre survie. Et ces fortes chaleurs, ça a aussi un impact sur l'entretien de nos pelouses sportives pour tous les clubs amateurs. La montée des eaux qui est une des conséquences. C'est aussi une problématique pour tous les équipements et les pratiques qui sont sur le littoral, les clubs de voile, les golfs, voilà. Euh, les risques d'incendie, ben, quand il y a des risques d'incendie, les massifs boisés sont plus accessibles. On les interdit parce que 90% des départs de feu sont dus à la présence humaine, enfin, dus à des accidents humains. Donc, on interdit. Et donc voilà, il y a pas mal de séries. Et en plus, il y a des séries, il y a déjà des conséquences indirectes. Par exemple, l'assurabilité de nos activités. L'ancien PDG d'AXA Assurance a déclaré qu'un monde à plus de 4 degrés n'était pas assurable. Nos activités sportives, comment on va les rendre assurables? On va pouvoir continuer à organiser des événements si en fait on n'a pas d'assureur qui veut prendre le risque d'avoir X milliers de personnes ou coureurs avec une multiplication de phénomènes météorologiques extrêmes et très localisés. Euh, donc voilà. Et pareil sur, j'allais dire, les préfets, les services secours qui vont être mobilisés sur les parties canicules, incendies, tout ça, qui ne seront pas disponibles pour faire la sécurité des événements sportifs. Donc voilà. Et on peut faire une liste assez importante finalement de toutes les conséquences qui est bien documentée maintenant, bien documentée. Donc ça paraît évident que le sport, pour sa propre survie, doit être le premier défenseur du climat. Et ça ne peut pas passer que par, j'allais dire, une, une responsabilité ou des gestes éco-responsables de chacun. Ça doit passer par ça, mais pas que par ça. Et c'est là où, pour moi, les actions collectives, où on essaie de faire modifier structurellement les modèles d'événements, les modèles d'activité, tout ça, c'est indispensable. Non, en fait, ouais, on va revenir sur le premier et le deuxième point, mais sur ces troisième points, c'est intéressant. On voit que chaque fois, c'est plus compliqué de pratiquer du sport. Toi, moi, on pratique des sports outdoor et on voit, c'est ça, la canicule qui fait plus difficile, qui amène des dangers dans les sports, mais aussi, là, on est en plein hiver. On voit que la neige, il y a moins, qu'il fait moins froid. Et pourtant, on voit qu'au niveau organisatif, on oublie ça. On continue à organiser des tournois, des compétitions
bon, on a l'image du championnat du monde du foot, mais aussi d'athlétisme, dans des conditions très très chaleureuses. On voit des propositions des JO dans des endroits, dans des pays qui n'ont pas de neige naturelle, donc qu'il faut la faire toute avec de la neige artificielle. Donc on voit que je pense que le sportif, même la plupart des pratiquants, ils voient qu'il faut des changements par rapport à cette organisation des événements et surtout des gros événements. Et de l'autre côté, on voit que certaines institutions ou des groupes plutôt économiques et politiques disent non, Mm. bah, on va foncer avec ces modèles jusqu'à ça explose. Et qu'est-ce qu'on peut faire les sportifs, les fans de sport, les amateurs, pour essayer de donner notre voix par rapport à ça, par rapport à changer ce modèle sportif pour s'adapter plus aux changements, aux conditions qui changent. Pour moi, il y a deux choses. Premièrement, il faut intégrer le fait que l'humain, qu'il soit décideur politique ou d'instance sportive ou citoyen, on est quand même peu rationnel. Et que la prise de conscience, elle a beau être là, elle ne fait pas pour autant le changement de comportement. C'est-à-dire que la prise de conscience est indispensable pour créer l'intention du changement. Mais par contre, on a un gap derrière pour passer à l'acte. Et c'est pas si évident que ça d'arriver à oui à faire ces changements-là parce que il y a plein de biais cognitifs qui nous freinent. La question des habitudes, que ça a toujours été comme ça, le fait que ben, on est des êtres qui n'aiment pas trop le changement. Euh, donc il y a pas mal de choses et puis même j'allais dire le, le, le fait le dérèglement climatique et toutes ces questions-là nous obligent à modifier notre conception de comment on doit organiser notre activité, tout ça. Et quand on modifie ça, ça veut dire forcément renoncer un peu à tout ce qu'on a développé jusqu'à présent. Et c'est assez difficile finalement quand on s'est battu et on a mis en place depuis des décennies des choses dans une idée de développement d'une pratique sportive et tout ça, et qu'on s'aperçoit que finalement c'est pas forcément la bonne solution, ça a un aspect de renoncement. C'est comme quand il faut faire demi-tour sur une route parce qu'on s'est trompé de chemin et qu'on a du mal à faire le demi-tour et qu'on va faire un détour plus long que le demi-tour. C'est un peu le même mécanisme. Ça, c'est pour, j'allais dire, je pense, tous les acteurs, que ce soit amateurs ou les décideurs du club, des fédérations qui sont dans une dynamique de développer la pratique et qui font les choses avec du cœur. Après, sur des instances plus hautes, il y a des enjeux politiques et économiques qui sont encore à prendre de pas sur des décisions de cohérence environnementale parce que on a un décalage temporel euh, et spatial entre nos actes et les conséquences. C'est-à-dire que les conséquences de nos actes, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on les subit avec un décalage de quelques dizaines d'années. Les dérèglements qu'on a aujourd'hui, c'est les émissions passées. Et du coup, ça va pas bien avec le pain politique. Donc il y a pour moi, il y a voilà, tout ce sujet-là, ce mécanisme de comment on arrive à, à, à rapprocher les intérêts court terme et les intérêts long terme des différentes parties prenantes qui prennent la décision. Donc ça, c'est un peu pour moi le premier point, le facteur un peu humain. Le deuxième point, Mhm. c'est que beaucoup de choses se jouent sur l'opinion publique, que ça soit les décisions politiques, que ça soit les décisions des instances. Et, euh, et là, pour moi, les athlètes ont un rôle, peuvent jouer un rôle ultra important, soit dans l'opinion publique générale, et ça veut dire qu'ils ont la parole publiquement, soit auprès des instances.
c'est-à-dire l'opinion qu'il peut y avoir dans un cabinet ministériel par les conseillers ou dans les agents du CIO et tout ça, influence indirectement les décisions parce que c'est ce qui fait oui je veux dire l'opinion. On prend rarement des décisions sur des choses complètement factuelles. Souvent c'est quand même très sensible sur l'opinion publique ou du secteur. Et là, les athlètes, il y a un vrai sujet de dire comment on arrive à ce que la normalité devient d'intégrer les aléas climatiques et les limites planétaires dans les décisions. Et je pense que les prises de parole sur Courchevel 2023 de tous les skieurs participent à ce bruit de fond qui fait que ben ouais on peut plus et qui fait que du coup une préparation de piste à Zermatt avec des bulldozers dans les glaciers, ça ne passe plus. Et c'est ce genre de mécanisme pour moi qu'il faut actionner auprès des décideurs qui sont des humains et qui sont influencés par le discours qui les environne. Ouais, et avec ça, en fait, moi, ce que je trouve le plus difficile pour les athlètes, c'est de prendre la parole individuellement, euh, parce que on a un mode de vie qui est pas parfait. On voyage, on a parfois des sponsors, comme tu disais avant, qui sont pas alignés avec les valeurs qu'on discute aujourd'hui. Et, euh, et s'ils parlent individuellement, ça pose, ouais, ça fait respect avec beaucoup d'athlètes par rapport à ça, à la critique qu'ils vont avoir. Et du coup, je pense que là, le rôle des associations, comme tu disais, quand c'est le mouvement, toutes les skieurs, ils disent c'est n'importe quoi faire la course dans ces conditions, c'est pas raisonnable. Quand c'est un collectif, ça a l'air que les athlètes individuellement, ils ont plus de facilité d'adopter ces messages. Et je pense Oui, que ça, c'est oui, le pas le plus important de dire on arrête d'avoir cette peur individuelle de parler d'une chose qu'on n'est pas, que parfois on n'est pas parfait, qu'on a peur d'avoir cette, surtout dans le monde d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec cette polarisation des opinions, mais passer hum. de laisser cette peur et parler pour avoir ces actions collectives qui finalement peuvent faire une influence. Oui, oui. Ben, c'est vraiment pas évident de prendre la parole seul. Donc après, il y a plusieurs manières de prendre la parole. Il y a, j'allais dire, la prise de parole des sportifs sur le sujet, ou alors de porter soutien à des ONG qui ont creusé le sujet, qui sont experts déjà, et qui du coup, c'est eux qui portent le fond du dossier, et la prise de parole de l'athlète, elle est plus pour apporter de la lumière à un sujet de fond. Et déjà, c'est pas la même, j'allais dire, exposition à mon sens. Là où là où je nuancerais, c'est-à-dire que les athlètes, effectivement, ils sont pas vécus comme les plus légitimes à prendre la parole auprès du grand public parce que, tu le disais, les modes de vie que le circuit international vous impose et tout ça est, est pas forcément très exemplaire. Par contre, on voit que les prises de parole, là où les athlètes sont légitimes, c'est auprès de leur instance sportive. Et le fait de demander à leur instance de respecter ou d'intégrer les enseignements des scientifiques ou des ONG qui, pour le coup, ont creusé le sujet. Et là, je trouve que ça fait du sens parce que la parole des athlètes, et on le voit, a du poids dans une candidature des JO, dans tout projet. Il y a une sorte de validation ou de caution que c'est bon pour l'athlète si on a des athlètes avec nous. Donc le fait, voilà, il y a une vraie légitimité à prendre la parole auprès ou d'interpeller les instances pour modifier structurellement les choses. Après, les prises de parole, elles peuvent se faire, j'allais dire, médiatiquement dans le grand public, mais elles peuvent se faire aussi dans des secteurs d'activité. Il y a des médias
sur l'industrie de l'outdoor. Là, pareil, on peut prendre une parole qui est certes plus confidentielle, c'est pas les grands magazines, mais par contre, ça influence aussi l'industrie. On peut prendre aussi la parole devant des députés, devant des personnes politiques, pour appuyer des amendements de loi, ou des textes qui vont dans le bon sens. Donc, peut-être avoir en tête que c'est pas prendre ou pas la parole. Il y a plein de manières de prendre la parole et que d'ailleurs tout le monde n'est pas à l'aise avec toutes les manières. Dans les médias, c'est pas forcément facile. Euh, donc tout le monde n'est pas à l'aise. Et puis sachez aussi qu'il y a quand même des formations, média training. Alors moi je suis pas du tout un grand athlète, mais en tant que porte-parole de WWF, j'ai fait un média training pour savoir comment on s'adresse, on répond à des questions de journalistes sur ces sujets-là, qui sont souvent soit délicats, soit peut être stigmatisants. Enfin, c'est une vraie formation. Donc je vous encourage à la faire. Oui, non, ça c'est important de se former. C'est un peu ce qu'on essaye avec ces podcasts aussi, c'est donner des ressources aux athlètes pour pouvoir parler avec un fond scientifique, un fond activiste, pour être sûr d'avoir quelques réponses aux questions. Et comme tu disais, c'est pas qu'en discuter dans la réseau, mais avec, euh, avec les entraîneurs, avec les fédératifs, juste avec les autres athlètes. Je pense que l'une des choses les plus simples et plus effectives, c'est quand on va s'entraîner avec d'autres copains, discuter les sujets, commencer à créer une conversation avec les autres athlètes pour après passer aux instances supérieures et un peu pour finir, hum, comme tu disais, le fait de discuter, de passer de la conversation, de voir ses problèmes, de la conscientisation à l'action. Il y a un document qui est sur les conditions environnementales pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Euh, et je pense que tout le monde il peut les voir, il peut soutenir. C'est comment le processus pour passer de l'activisme à l'action. Je pense que ces documents, ils montrent bien comment on peut faire du changement réel à, à des propositions de candidature des JO aux Mm. événements finaux. C'est un peu quoi le processus de créer, de dire on va changer ça, Oui. à l'amener aux décideurs. Alors, juste pour finir sur la communication, après je réponds à cette question-là. Euh, il y a aussi la possibilité, si on veut pas prendre la parole pour porter des messages environnementaux et tout ça, de filtrer, de scroller un peu sa manière de communiquer pour ne plus promouvoir des comportements qui sont pas forcément compatibles. Et déjà, ben, de ne plus publier forcément les, euh, Les les, euh, voyages loin, les, euh, les les voyages, les photos avec spots, l'avion. mathématiquement, voilà, mathématiquement, autant de transport aérien, ça rentre pas dans le climat. Donc on peut le prendre dans tous les sens. Voilà, mathématiquement, ça, autant de transport aérien avec les planétaires, ça ne rentre pas. Donc, on peut aussi déjà, j'allais dire, ne, voilà, plus promouvoir les voyages quand on est à l'autre bout et plutôt publier quand on est dans les Alpes pour la France, ou voilà, pas trop loin. Ne pas aussi les spots, j'allais dire sensibles dans lesquels on est, ne pas les géolocaliser pour pas que derrière on ait beaucoup de monde qui y aille. Voilà, il y a plein de choses. Se poser la question quand on a un partenaire qui nous propose de faire telle publicité, telle photo, ben, qu'est-ce que ça va construire comme idéaux de mode de consommation? Moi, je suis guide Canyon. Je peux porter tous les messages que je veux dans ma séance auprès des jeunes. Le soir, ils sont sur des vidéos Red Bull. Donc, il y a un vrai, voilà, il y a un vrai sujet déjà comment on démarketing les jets qui sont pas forcément compatibles avec le climat. Pour revenir sur les conditions environnementales, oui, en fait, la démarche, elle a tout simplement été de se dire, bon,
ne soyons pas binaires à dire est-ce qu'on est pour ou contre les JO d'hiver. Disons que si ils doivent se faire au regard des limites planétaires, qu'est-ce qu'il faut modifier, même si ça paraît des modifications ultra structurantes et qui bouleversent tout, mettons sur la table la réalité des choses. Donc on a essayé de construire des choses très factuellement, de dire bon bah on parlait de l'avion par exemple, autant d'avions n'est pas compatible, bon bah comment on fait pour qu'il y ait personne en avion? Bon bah mettons-le. Donc après, on peut nous reprocher que ça soit pas faisable au regard du cahier des charges du CIO, de ce qu'on fait, de ce qu'est un événement international et tout ça. Oui, mais c'est encore moins inconcevable de ne pas respecter les limites planétaires et d'avoir toutes les conséquences. Donc, mettons sur j'allais dire les sujets sur la table, les sujets sur la table, et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, ça a rejoint pas mal, de personnes qui se retrouvaient dans ce texte-là, parce que du coup, on est à 25 ONG maintenant. On a des élus de montagne, on a des grandes marques d'industrie. Il y a Romain Millet, de la marque Millet, qui est signataire. On a Outdoor Sport Valley qui est signataire. Donc, on a des élus de montagne, des marques, des scientifiques, des athlètes. On a 2 champions olympiques en dehors sport d'hiver qui sont signataires, tout ça, et qui se retrouvent dans cette démarche de dire, bah, finalement, sortons de cette polarité, ce côté un peu binaire, et mettons les choses sur la table et acceptons que les JO d'hiver soient différents. Et en fait, je pense que c'est la démarche. C'est quels sont les fondamentaux qu'on vient chercher dans ces événements ou dans le sport de manière générale. C'est le plaisir, la performance sportive, la rencontre de l'autre athlète, les émotions. Définissons-les et voyons, est-ce que le modèle actuel est la seule manière de répondre à ces besoins-là? Et finalement, acceptons qu'un autre modèle soit possible. De toute façon, on sera obligé, si on veut être compatible avec les enjeux environnementaux, on est obligé de modifier le modèle. Et on n'arrête pas de dire il faut changer de modèle, changer de modèle. Bon, maintenant, faut poser réellement sur le papier. Ça veut dire quoi? Et ben, c'est la démarche qu'on a eue sur ces conditions. Donc, c'est pas parfait. Il y a plein de choses à creuser et à préciser sur la quantité d'eau à consommer pour les pistes de ski. Enfin, il y a plein de choses à affiner, mais ça a le mérite de poser les sujets sur la table. Et pour le coup, ben, ça fait qu'on a des échanges avec des athlètes et des skieurs de renommée internationaux qui n'ont pas signé, mais qui nous interrogent, qui disent ben, est-ce que ben voilà, il y a un débat là-dessus, avec le gouvernement aussi, qui en France est du coup à candidater. Et voilà, du coup, ça amène le débat et on commence, pour moi, c'est un début de travail de dire, bon, bah, si on reste sur pour contre, on va rester dans un truc clivant qui n'avance pas à grand chose, ou qui, en tout cas, qui a du mal à concilier tout le monde. Et là, bah, c'est pour moi le début d'un travail un peu technique qui dit, bon, bah, ok, à quoi on doit vraiment s'attaquer. Il y a 2 aspects aussi. Alors, pour répondre à ta question, peut-être plutôt la partie politique. Ce genre de projet, on l'a bien vu, ça se gagne aussi sur l'opinion publique. Et l'opinion publique, elle se construit. C'est-à-dire que si on dit dans les médias que 80% ou 90% des gens sont pour, eh ben, en fait, tout le monde devient pour parce que c'est la norme sociale. En fait, tout le monde plus facile de se conformer à la norme sociale. C'est juste un facteur humain, ça. Hein. C'est pas un jugement. Factuellement, l'homme est un être social et on fonctionne comme ça. Donc, pour moi, il y a cette question de dire, ben, non, ces JO ne sont pas, j'ai dit, un consensus et on peut avoir une autre vision des choses et l'amener sur le débat et créer le débat. Donc ça, c'est une première pour moi politiquement d'amener que ben, la vision qui est posée là, c'est pas la seule possible pour organiser des JO. On peut ça et dans l'opinion publique, pour moi, ça me paraît très important. Non, je pense qu'il y a aussi le côté que tu disais très bien de pas polariser, de dire il faut construire ensemble, hein. Il faut construire, il faut pas dire, parce que la polarisation, finalement, ça fait, normalement, la polarisation, ça fait pas changer parce qu'on va toujours sur la sécurité. Et du coup, on va aller toujours sur ce qu'on connaît.
Et en fait, il faut dire non, il faut changer le modèle, mais il faut apporter des idées. J'ai trouvé dans ces documents, ce qui est très important, c'est ça, c'est dire, on sait qu'aujourd'hui, le modèle de sport, il n'est pas soutenable. Il n'est pas soutenable de le tenir par rapport aux limites planétaires, par rapport à la même pratique du sport, à la sécurité du sport. Mais comment on peut faire pour le changer, pour petit à petit à faire que le sport qu'on connaît aujourd'hui, qu'on continue à ressentir ce qu'on aime. Donc, tu disais la performance, la communauté, la partie plus amusante, le loisir, qu'on continue à profiter du sport, mais d'une autre façon, dans un autre système. Et pour ça, il faut le changer, il faut l'adapter. Et le document, j'invite à tout le monde d'aller le lire parce que c'est cette réflexion de comment on peut changer le modèle du sport. Et là, on est tous responsables, les athlètes, tu disais bien par rapport à comment on communique avec ce qu'on dit, mais aussi avec ce qu'on fait ou avec ce qu'on communique pas, avec comment on imagine entre nous ce qu'on aime du sport, ce qu'on n'aime pas, ce qu'il faut changer. Des décideurs, des fédérations qui organisent les circuits, des politiques qui prennent ces candidatures, qui les amènent, qui les construisent, et aussi des personnes qui suivent le sport, parce que finalement, c'est la population qui, comme tu disais bien, s'ils ont une opinion qui est plus sur un côté que l'autre, ils vont mettre plus de la pression. Et je trouve que là, finalement, c'est les associations aussi qui font un peu la colle entre tous ces différents acteurs pour construire les choses. Mais je pense que finir sur pas polariser, mais dire on peut aider, on peut aider au changement parce qu'on aime le sport, mais on voit qu'il faut faire différemment, c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, on a appris beaucoup à trouver ces outils pour dire comment on peut aider, comment on peut aider à ces changements et qu'est-ce qu'on peut faire pour dans 5 10 ans, à continuer à pratiquer du sport, mais dans un modèle qui sûrement, il va ressembler pas du tout au circuit, aux événements qu'on Mm. connaît aujourd'hui. Je suis complètement d'accord, juste pour préciser que il n'y a pas une bonne solution. Et là, par ce document, on a voulu poser, j'allais dire concrètement, les différents sujets environnementaux pour des JO d'hiver et qu'est-ce qu'il faut modifier pour le rendre compatible. Mais je comprends complètement aussi la position de ceux qui disent, ben, au regard des limites planétaires, il y a un certain nombre de choses auxquelles il va falloir renoncer et que les méga events d'hiver, oui, il faut y renoncer. Et c'est un discours que certains portent et que je trouve pas incohérent non plus, qu'ils ont complètement le droit de porter et même que je trouve complémentaire en fait. C'est toujours, en fait, c'est jamais un élément ou une solution qui va résoudre le problème. C'est un ensemble de leviers qui vont influencer la norme ou les réglementations ou la structure. Et je veux dire, on a besoin d'acteurs contestataires qui disent ben non, qui remettent en question purement et simplement le fait de dire ben, est-ce que au regard des problématiques qu'on a sur l'eau, sur les incendies, sur tout ça, est-ce que c'est encore raisonnable de se lancer dans ce type de projet? Et en tout cas, loin de moi de penser que ce raisonnement et ce discours n'est pas entendable. C'est même très complémentaire d'une prise de position plus, j'allais dire, consensuelle, où on dit, bon, bah, finalement, posons le sujet factuellement sur la table des limites planétaires et à quoi ça peut ressembler, parce que j'entends aussi ben, une partie de la population qui aime ces grands événements et des sportifs qui se retrouvent dans plein de choses qu'on vient chercher dans ces événements-là. Tu as dit la performance, la rencontre de l'autre, les émotions. Donc c'est aussi une part importante qu'il ne faut pas négliger tous les bénéfices positifs du sport ou d'un grand événement sportif. Donc en fait,
c'est un ensemble de positions qu'il y a. Donc, j'ai envie de dire, en tant qu'athlète, il faut aller dans la position qui vous paraît le plus vous correspondre, soit dans la contestation, soit au contraire dans la défense de ce genre de projet, tout en essayant de les améliorer, soit dans une position un peu où on réforme le modèle même. Euh, donc voilà, faut être à l'aise avec son engagement et il n'y a pas un positionnement, un seul et unique positionnement qui va faire basculer l'ensemble. C'est un ensemble. C'est parce qu'on a des gens en interne qui sont convaincus, qui font bouger les choses, parce qu'on a des gens qui contestent, qui remettent en question assez fortement, et des gens qui sont un peu entre les deux à essayer de voir qu'est-ce qui est conciliable ou pas et comment on peut faire bouger les choses, qu'on arrivera à modifier un peu, qu'on arrivera à modifier le modèle. Oui, carrément. Et merci, merci Maël pour nous avoir apporté toute cette vision. Et aussi, je pense, encourager beaucoup d'athlètes à faire ses pas, à prendre la parole, ouais, à continuer ces cheminements vers un futur du sport qui doit être plus responsable. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, les athlètes, ils vont avoir plus de ressources pour marcher ces chemins. Oui, et se rapprocher des ONG, c'est déjà discuter avec elles, si on se sent pas de prendre la parole tout de suite, de, de, de créer du lien avec les experts et ceux qui travaillent sur le sujet. Oui, il y a des associations, des ONG qui sont à plus globales ou plus locales, plus à côté de vous. Je pense que c'est important de se rapprocher, commencer à rentrer dans ces dynamiques parce que c'est là où on peut aussi construire ces messages, à retrouver des personnes avec des intérêts ou des questionnements qui sont proches aux nôtres. Et oui, je vais mettre en lien le document, je vais mettre en lien aussi des différentes associations qui peuvent être intéressantes pour des sportifs. Et j'espère que tu vas continuer à travailler pour ces changements et qu'ensemble, avec l'interassociation sportive écologique, on va réussir à faire que le futur du sport il soit aussi brillant par le côté sportif que pour le côté de respect de l'environnement et de la planète.